enzymatique ou une pseudo-allergie ou par une allergie de type 3 par IgG. Souvent, la première réaction est de faire un test d'IgE pour une allergie de type 1, mais vu la fréquence relativement faible, on risque de passer à côté. Malheureusement, le dosage des IgG n'est pas encore tout à fait dans les coutumes et c'est dommage parce que la plus grande partie des maladies chroniques est causée par des IgG. Donc, pour vous guider un petit peu dans le choix des tests, il faut regarder la réaction, donc il faut regarder quand est-ce que les symptômes apparaissent après ingestion d'un aliment. Donc, pour l'allergie de type 1, en fait, c'est une réaction immédiate, donc entre 30 secondes et 30 minutes, et souvent, donc, c'est un type aigu. Les déficiences enzymatiques, lactose, fructose, histamine, ne se montrent qu'après au moins 30 minutes, mais pas au-delà de 2 heures. Sauf un petit peu l'histamine qui peut durer plus longtemps, mais lactose et fructose, ils sont limités à 2 heures. Et ceux-ci sont principalement donc des symptômes gastro-intestinaux. Tandis que pour les IgG, c'est des réactions retardées qui apparaissent pas plus tôt que 3 heures, mais peuvent aussi apparaître plus tard jusqu'à 3 jours. Donc, ce sera très difficile d'identifier soi-même les aliments en cause. Et donc, si on ne les élimine pas, on va finir avec des maladies chroniques. Maintenant, parlons des IgG soi-même. Donc, voici donc un IgG. Il se compose de deux chaînes, une chaîne lourde et une chaîne légère. Et c'est cette partie-ci, donc en jaune, la partie FAB, qui est déterminante pour la spécificité de l'anticorps. Donc, chaque type d'IgG est différent sur cette partie-là parce que c'est la partie spécifique qui reconnaît spécifiquement les antigènes. C'est là où va se fixer l'antigène. Quand l'antigène est fixé, il y a la partie fixe, donc la structure est toujours la même pour tous les IgG. Mais quand l'aliment ou l'antigène se fixe, eh ben, la configuration de ce bras va changer et de sorte qu'il sera reconnu par les cellules effectrices, entre autres les neutrophiles. Donc, un IgG qui circule n'est pas reconnu par un neutrophile. Par contre, un IgG qui a fixé un antigène sera reconnu par un neutrophile parce que cet élément-là va changer. Donc, le marquage de l'antigène, le couplage de l'antigène, on va dire, ça s'appelle opsonisation. Et donc, c'est important parce que sinon, la cellule effectrice ne pourra pas réagir. Et donc, en même temps, ça induit une activation du complément. Et puis, donc, les IgG vont se fixer sur les récepteurs d'IgG et vont induire la phagocytose. Vous le voyez encore une fois sur cette image ici. Donc, ici, donc, il y a des anticorps, il y a des antigènes, mais ils ne se reconnaissent pas, donc ils ne vont pas se fixer. Dans le deuxième cas, les anticorps sont spécifiques pour l'antigène et on a plusieurs cas de figure. Donc, soit l'anticorps est en excès, par exemple, donc il va se fixer sur un antigène, ou il y a plusieurs anticorps qui vont se fixer sur l'antigène, dépendamment des sites antigéniques de l'antigène, ou bien ils vont faire des ponts et vont créer des agglomérats d'antigènes qui vont se déposer. Ici en 3, vous voyez donc cette partie fixe qui va se connecter au récepteur IgG du neutrophile qui là sera donc activé et va donc incorporer, soit on dit phagocyter le complexe humain pour le détruire. En même temps, il va libérer des marqueurs pro-inflammatoires, des interleukines et pas mal d'oxygène radicaux libres. Maintenant, pour compliquer un petit peu la chose, il y a plusieurs classes d'IgG présentes dans le sang. Donc, on a des IgG1, des IgG2, des IgG3 et des IgG4. Donc, c'est important de regarder un petit peu plus proche les différentes caractéristiques de ces sous-classes. Donc, tous peuvent neutraliser, c'est-à-dire fixer l'antigène. L'opsonisation, c'est-à-dire les faire visibles pour les neutrophiles, ben, c'est seulement les IgG1, un peu les D2 et les 3, pas les 4. Sensibilisation des mastocytes, c'est les IgG1 et 3.
Activation du complément, c'est 1, 2, 3, et pas le 4. Ils peuvent tous diffuser donc extravasculairement. Et ce qui est important aussi, c'est la concentration moyenne de ces types d'IgG dans le sang. Donc, on voit que les IgG1 sont les plus prédominants avec 9. Par contre, les IgG4 sont en quasi un vingtième de la concentration des IgG1 ou un trentième de tous les IgG. Et ces IgG, donc, ils vont induire certains types de réactions. Donc, le type de réaction type 2 et 3, c'est pour les IgG1, type 4 pour les IgG2, et type 3 pour les IgG3, et type 1 pour les IgG4. Donc, c'est un peu confusion, mais c'est comme ça. Et voilà. Et très important, encore une fois, la liaison aux neutrophiles, elle n'est possible que 1, 2 et 3, et pas les IgG4. Donc, ça veut dire que les IgG1 et 3 ont des fortes propriétés pro-inflammatoires. Les IgG4 ont des propriétés protectrices, voire anti-inflammatoires. Et donc, ce qui veut dire que les IgG4 ne peuvent pas induire une réaction inflammatoire. Donc, c'est très, très important parce que, en fait, les IgG4 sont liés à l'allergie de type 1, donc de l'allergie classique IgE. Les deux gènes sont codés côté à côté sur le chromosome 14. Ils sont déchiffrés séquentiellement, mais l'expression dépend du panel d'interleukines présent. Donc, lors de la reconnaissance de l'antigène, il y a certains interleukines qui ont été produites. Et s'il y a une prédominance d'interleukine 4, eh bien, ça va conduire à la formation d'IgE, donc classique pour l'allergie de type 1. S'il y a l'IL-10, donc ce qui est une interleukine anti-inflammatoire, cela va conduire à la formation d'IgG4. Donc la présence d'IgG4 indique une réaction allergique asymptomatique de type 1 et pas une hypersensibilité alimentaire. Le rapport IgE-IgG4 est un indicateur d'une réaction allergique potentielle. Donc, dans ce cas-là, donc, vous risquez effectivement d'avoir donc, des symptômes d'une allergie classique. Donc, par contre, si le rapport IgG4 contre IgE est élevé, dans ce cas-là, donc, il y a un faible risque d'une réaction allergique cliniquement significative. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que l'argumentaire des allergologues et les IgG n'ont pas d'impact pathophysiologique. Les IgG induisent une intolérance. Ceci n'est pas particulièrement vrai dans l'allergie de type 1. Les IgG n'induisent donc généralement pas de symptômes allergiques aigus. En particulier dans l'allergie de type 1, seuls les IgG4 sont considérés, parce que c'est l'anticorps des allergologues, ils ne prennent pas compte des autres, parce que c'est ce type d'anticorps qu'ils essayent de booster quand ils font des désensibilisations, parce que c'est anti-inflammatoire. Et donc, les IgG ne peuvent pas induire une réaction inflammatoire. Et en bas, vous avez le papier de position là, de tous les allergologues qui est cité depuis une dizaine d'années, où ils disent que les IgG contre les aliments ne sont pas recommandés comme outil diagnostique pour l'allergie, bien sûr. Et ils disent aussi, comme vous le voyez bien, c'est les IgG4 et pas les autres types d'IgG. Donc, ça crée beaucoup de confusion, malheureusement, mais c'est important de le savoir. Dans ImuPro, on ne dose pas des IgG4. Donc, on en dose, mais à des quantités minimales, donc en dessous de 0,1%, parce que la concentration n'est pas assez dominante. Et seulement quand on a des IgG4 en race classe 6, on peut les détecter en tant que faible réaction. Mais toutes les réactions significativement élevées ne sont jamais des IgG4. Elles sont toujours des IgG de type 1 ou 3 ou 2. Donc, quel est le rôle des IgG? Bon, dans les maladies infectieuses, dans la virologie classique, on les connaît bien. Ils neutralisent et inhibent la prolifération des bactéries. Ils détruisent l'antigène. Et bien sûr, donc, ils présentent une certaine protection. Donc, on se rappelle des vaccinations. Mais ce qui est important, c'est que dans toutes les vaccinations qu'on a ou les bactéries, ce sont des rencontres occasionnelles.
Donc, ce n'est pas des rencontres journalières. Donc, si vous êtes vacciné contre l'hépatite B, par exemple, ça vous protège d'une infection contre l'hépatite B. Mais vous avez peu de chances d'en rencontrer pendant la journée ou dans votre quotidien. Si vous en attrapez une un jour, ben, vous serez un petit peu fatigué pendant 1 ou 2 jours et ce sera tout. Par contre, pour les aliments, c'est différent. Les aliments, donc, on a un contact régulier. C'est là où j'aime bien le terme de vrai ennemi et de faux ennemi. En fait, les agents infectieux ou toxiques sont des vrais ennemis parce qu'ils vont causer un dégât dans notre organisme. Mais on a un contact occasionnel, donc ce n'est pas tout le temps. Les anticorps vont avoir une réaction inflammatoire, mais protectrice, parce qu'ils détruisent l'agresseur. La réaction est spontanée et limitée dans le temps, et ça renforce en fait la réponse immunitaire globale. Par contre, les aliments qui ne peuvent pas se propager ou se proliférer dans notre organisme, en fait, c'est des faux ennemis. Donc, c'est des ennemis qui représentent aucun danger. Le problème, c'est qu'on a un contact régulier. Je suis certain que la plupart d'entre vous ont au moins 3-4 aliments qu'ils consomment chaque jour. Donc, si vous êtes positif à un de ces aliments-là, vous allez une réaction inflammatoire chaque jour. Et cette réaction inflammatoire est complètement inutile parce que l'aliment en soi ne peut pas causer un problème s'il n'est pas attaqué. Et donc, ça va nous conduire à une réaction inflammatoire chronique, ce qui va affaiblir la réponse immunitaire contre les vrais ennemis. En fait, c'est à comparer avec une armée qui doit se défendre sur plusieurs fronts. Elle est moins forte, bien sûr, et elle risque de perdre sur l'un ou l'autre front parce qu'ils ont des ressources limitées. Tandis que si la bataille se fait sur un front seulement, le risque de perdre est moins grand. Donc, et on a vu ça et on voit ça chez les gens qui ont peu de réactions IgG, ils sont beaucoup plus résistants aux infections que ceux qui ont beaucoup de réactions IgG alimentaires. Encore une fois, les allergologues nous disent que les IgG ne sont qu'un signe de contact, que les IgG n'ont pas d'impact pathophysiologique et qu'ils induisent à une tolérance. Tout ça est à l'encontre de la vérité journalière qu'on rencontre. Par exemple, les IgG comme acteurs clés dans l'auto-immunité, donc ça c'est un fait, on ne peut pas le négliger. Les IgG utilisés comme nouveaux médicaments ciblés dans les traitements de cancer, donc s'ils n'ont aucun impact, comment on pourra les utiliser donc, dans le traitement des cancers, et les IgG comme facteurs potentiels, donc justement dans les maladies inflammatoires. Donc tous les propos des allergologues avancés ici, encore une fois, n'est valable que pour les IgG4 et pas pour les autres sous-classes. Voilà. La publication suivante, justement, met en évidence tout ce que j'avais dit auparavant. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par Frederick Johnson sur des souris qui étaient dépourvues du système immunitaire. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont injecté l'un après l'autre les neutrophiles, les IgG et les récepteurs d'IgG, ainsi que l'antigène. Et ceci dans toutes les combinaisons possibles pour éliminer en fait toute erreur qui pourrait s'installer si l'un ou l'autre a été injecté en premier ou en dernier. Donc, ce qui s'est montré, c'est que seulement si tous les 3 composants étaient présents, le choc anaphylactique s'installait. Si un des 3 manquait, il ne se passait rien du tout. Donc, c'est vraiment la preuve que les IgG ne sont pas une réaction normale du système immunitaire et qu'ils soient sans conséquence pour notre santé. C'est la preuve que l'allergie n'est pas seulement induite par les IgE. Donc, l'allergie dite non-IgE est probablement une allergie aux IgG. C'est la preuve que les IgG conduisent à l'inflammation. C'est la preuve que les récepteurs IgG jouent un rôle essentiel dans le processus. Il montre que les IgG peuvent également être impliqués donc, dans l'allergie aiguë de type 1, et c'est la preuve que les neutrophiles sont impliqués dans la cascade inflammatoire. C'est aussi la preuve
ici que ni les IgG, ni les IgE, ni les basophiles, ni l'histamine étaient impliqués dans ce processus. Il faut savoir que dans cette étude, les antigènes étaient injectés, tandis que les antigènes alimentaires sont ingérés. Donc, les allergènes alimentaires doivent mettre du temps à franchir la barrière intestinale. Certains épitopes allergiques vont être détruits lors de la digestion. Il y aura une dilution des antigènes. Et tout cela pourrait donc expliquer pourquoi, dans les hypersensibilités alimentaires liées aux IgG, la réponse est tardive et retardée et la réponse est non aiguë. Au niveau des réactions immunitaires, donc vous avez des réactions qui s'appellent TH1, TH2 et TH17. Dans le temps, on connaissait que les TH2 et les TH1. Donc, les TH1, c'était des lymphocytes T qui conduisaient à une immunité cellulaire. Les TH2 sont des lymphocytes B qui étaient responsables pour l'immunité humorale, donc pour la production d'anticorps. Aujourd'hui, on connaît un troisième, c'est-à-dire les TH17, qui sont aussi médiés par des lymphocytes et qui font des IgG pro-inflammatoires. Et en fin de compte, on s'est aperçu que le TH2, c'est des IgG4 et des IgE qui sont produites et non pas les IgG pro-inflammatoires. Donc, voilà, les propriétés sont une action chimiotactique pour les granulocytes, les monocytes, les mastocytes, mais pas pour les eosinophiles. Ils agissent ensemble avec TNF-alpha et IL-1 et ils stimulent la production d'anticorps pro-inflammatoires par les lymphocytes B. Voici donc ce qui se passe lors d'un développement d'une hypersensibilité alimentaire. Donc, si au niveau de l'intestin, vous avez un terrain non inflammatoire, c'est-à-dire TH-REC, donc les regulatory lymphocytes T, qui priment sur les TH17 et sur le TH2, eh ben, vous avez donc une production d'IGF-bêta qui va induire une tolérance. Donc, ça, c'est le cas normal, puisqu'on a besoin des aliments bien sûr, pour vivre. Si par contre, au niveau de la première sensibilisation, vous avez une surexpression d'IL4, ça va vous amener à produire des IgE. S'il y a une prédominance d'IL17, d'interleukine 10, vous allez avoir de l'IgG4, et si vous avez un terrain pro-inflammatoire TH17, eh ben, on va avoir donc la production de TNF-alpha, IL-17, IL-6 et IL-12, qui va donc conduire à la production d'anticorps pro-inflammatoires 1, 2 et 3. Dans le premier cas, vous allez avoir une dégranulation des mastocytes et de la libération d'histamine, et bien sûr, donc, la symptomologie d'une allergie de type 1. Dans le deuxième cas, vous allez avoir la fixation des allergènes par l'IgG4, digestion des macrophages, et donc on est toujours en présence d'une allergie de type 1, mais asymptomatique. Et finalement, donc, pour le troisième cas, vous avez l'activation du complément, TNF-alpha, le Pleading Activating Factor qui sont activés, la phagocytose par les neutrophiles, et on est en face donc d'une allergie de type 3 et une inflammation chronique. Donc, l'anticorps, qu'est-ce qu'il fait? Donc, dans sa première étape, il reconnaît l'agresseur, il le neutralise par fixation, et en faisant ça, il forme des complexes humains circulants. Ceci, donc, va activer le complément, va attirer les phagocytes, qui, eux, vont donc détruire les complexes humains, soit en circulation, soit localement. Donc, encore une fois, en cas de bactéries ou de virus, c'est une protection contre l'agresseur. Pour un aliment, c'est la cause d'une inflammation chronique. Et ceci a bien été décrit dans une publication de Rochko en 2014, où l'évaluation histopathologique et immunohistochimique suggère que l'inflammation vasculaire, les réactions à la perfusion, les gloméropathies, et d'autres effets potentiellement indésirables peuvent être médiés par le dépôt du complexe humain et les composants du complément dans les tissus affectés. Les complexes humains peuvent être observés dans le glomérule, les vaisseaux sanguins, la synoviale, les poumons, le foie, la peau, les yeux, le plexus choroïde,
ou d'autres tissus ou liés aux neutrophiles, aux monocytes, macrophages et aux plaquettes. Donc, le dépôt des complexes humains peut activer la voie du complément, de la kinine et ou de la coagulation fibrinolytique pour entraîner une réponse pro-inflammatoire systémique. Donc, c'est clair, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Donc, quels sont les avantages des IgG pour le dosage? Les IgG donc, ont une capacité obsédante et l'activent le complément. Donc, c'est les conditions nécessaires pour l'activation des neutrophiles et l'induction de la réaction inflammatoire. Donc, c'est vraiment un composant indisponible pour une réaction inflammatoire, donc l'intérêt de le doser. Le grand avantage, c'est que c'est un anticorps persistant, c'est-à-dire il est stable jusqu'à 7 jours à température ambiante, donc le transport est tout à fait possible à l'encontre, par exemple, des tests fonctionnels sur des cellules. Pour Immupro, la spécificité est qu'on n'a pas ou peu d'IgG4 détectés, donc ce qu'on détecte sont vraiment des anticorps pro-inflammatoires. Il n'y a quasiment pas d'interférence avec des médicaments, sauf bien sûr avec des immunosuppresseurs qui dépriment le taux des IgG. Donc, si ceux-là sont en administration pendant un certain temps, il vaut mieux doser, faire un dosage des IgG totaux avant de faire un test d'Immupro pour ne pas passer à côté. Parce que notre test, effectivement, il est plus ou moins calibré pour la zone de référence des IgG totaux. C'est-à-dire, si vous êtes complètement déprimé en IgG, on va probablement rien trouver dans notre test. Donc, dans ce cas-là, toujours faire un test d'IgG totaux avant de faire un test d'Immupro. Par contre, il n'y a pas d'interférence avec des infections, ni avec la prise de médicaments, par exemple des antihistaminiques, parce que ça ne joue pas du tout dans les IgG. C'est une technique d'analyse très reproductible, c'est une mesure objective, vu la quantification avec le standard OMS et la certification IVDR que nous avons adoptée. Encore quelques reproches qui nous sont jetés à la figure, je dirais, régulièrement, c'est que les IgG ne sont des marqueurs de contact et ne reflètent que l'alimentation de la veille. Je peux vous dire que c'est complètement faux. Parce que si cela était vrai, tout le monde serait intolérant aux produits laitiers, au gluten, à la levure, aux œufs, aux salades, au porc, au bœuf, aux pommes de terre, au soja, pour ne nommer que quelques-uns des aliments régulièrement consommés. Comment s'expliquer que 5% des personnes testées ne présentent pas d'IgG alimentaire positif du tout? Il faut aussi savoir que, et ça c'est le point crucial, que la production d'IgG prend au moins 2 semaines avant qu'il soit détectable. Donc, c'est impossible d'avoir des IgG contre quelque chose qu'on a mangé la veille, quand on n'en avait pas auparavant. Donc, c'est pas vrai. Et nos statistiques sur 49 000 patients, ils nous montrent que 2% sont positifs en salade, 5% sont positifs en pommes de terre, 8% au maïs. Bon, vous pouvez lire le reste de la liste, et c'est effectivement le lait de vache qui représente le plus haut taux de réactivité, suivi des œufs de poule et du gluten. Mais pour vous montrer qu'on a aussi fait des études là-dessus, en fait, le docteur Rouch, qui gère un très grand laboratoire en Allemagne, quand on lui avait proposé de faire nos tests, elle était aussi un petit peu sceptique parce que elle a entendu ses propos et elle voulait donc prouver que c'était pas le cas. Donc, ce qu'elle a fait, elle a fait une étude sur 3 semaines de provocation avec des œufs, du lait de vache et du soja. Donc, il y avait des mesures d'IgG avant la provocation, après la provocation et 4 semaines après la provocation. Et donc, bien sûr, tous les sujets étaient négatifs au début de cette étude. Et donc, elle a donc vu qu'il n'y a aucune augmentation des anticorps IgG après provocation avec ces 3 aliments. Donc, voici le schéma. Donc, et voilà les résultats. Donc, vous voyez en violet, c'était les réactions IgG avant provocation, puis après provocation, et encore une fois, après 4 semaines, après la dernière provocation, et aucun des sujets a atteint
un niveau positif de réactivité aux IgG. Donc, ça prouve clairement que les IgG qu'on trouve ne peuvent pas être dus à la consommation de l'aliment de la veille. Vous trouvez des anticorps à la nourriture que le patient n'a jamais mangée. Votre test manque de spécificité. Bien sûr que ce n'est pas correct, c'est faux. Il ne s'agit pas donc d'un manque de spécificité, mais plutôt d'un cas de réaction croisée. Donc, malheureusement, toutes les réactions croisées ne sont pas connues et documentées. Si une réaction croisée est cliniquement significative ou pas, ne peut être confirmée que par un test de provocation qui fait partie intégrante de notre concept. Donc, voici des exemples. Par exemple, vous avez une réaction contre des huîtres, des moules, du homard ou des crustacés que probablement vous n'avez pas mangé dans le passé. Eh bien, tous ceux peuvent avoir une réaction croisée contre les acariens. Parce que l'acarien, en fait, si vous le regardez sous le microscope, il a la même allure que les crustacés ou un homard. Donc, ils se partagent tous le même antigène, c'est-à-dire la tropomyosine. Donc, si vous êtes fortement, par exemple, on a vu ce cas une fois, une dame qui était fortement réactive aux huîtres, et elle m'a dit, mais j'ai jamais consommé. Et ben, dans ce cas-là, je lui ai recommandé de retirer son matelas et ses coussins, et du coup, elle dormait bien, il n'y avait plus de problème. Donc, c'était une réaction croisée aux acariens qui ont les mêmes épitopes que les huîtres ou les autres crustacés. Ou exemple, réaction à quasiment tous les extraits d'origine végétale. Ben là, on est en présence d'un CCD, donc c'est une déterminante structurale de toutes les plantes, souvent causée par justement des piqûres de guêpes et d'abeilles, donc cette réaction. Et si vous avez ça, donc quasiment tous les légumes, les fruits seront positifs. On connaît ce cas dans l'allergie IgE aussi. Là, heureusement, on a un agent bloquant, mais vu la concentration très très élevée des IgG par rapport aux IgE, c'est pas possible de le bloquer. Donc dans ce cas-là, encore une fois, il faudrait travailler par exclusion. Donc, mais ça ne veut pas dire que notre test n'est pas spécifique, mais c'est-à-dire qu'il y a une présence importante d'une réaction croisée. Dans un de nos futurs séminaires, on va effectivement donc aborder le sujet des réactions croisées en détail. Vous allez voir, il y en a encore beaucoup plus. Voilà, sur ça, je vais terminer juste pour vous annoncer notre prochain webinaire qui sera le 6 avril, donc en collaboration avec Compliment. Et là, on va traiter les maladies auto-immunes et l'importance de la prise en compte des hypersensibilités alimentaires. Et notre prochain webinaire sur cette antenne sera donc le 25 avril, où on va détailler en détail le concept d'IMUPRO, la mise en œuvre au quotidien et voilà, donc du test d'hygiène alimentaire au bien-être du patient. Merci pour votre attention et désolé pour l'inconvénient de la coupure du son. Voilà, s'il y a des questions, donc je vous attends. Allô, allô? C'est là, Camille. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser dans la conversation, soit peut-être lever la main. Là, vous pourrez prendre la parole par écrit. Bon, moi, je ne vois pas les commentaires pour l'instant, donc est-ce que vous pouvez me les lire ou... Alors là, on a levé la main. On va vous ouvrir votre micro. Et activez votre micro et posez votre question. Camille, est-ce que je peux poser une question?
Il y a une première question dans Oui, l'onglet question. texte. Oui. Donc, est-ce que c'est vrai que les intolérances changent tous les ans? Et du coup, est-il conseillé de refaire le test? Enfin, de les refaire, je suppose, de refaire le test. Bah, tous les ans, c'est peut-être un peu trop. Non, ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans le passé, c'est que, bon, d'abord, si vous éliminez bien les aliments de votre alimentation qui sont sortis positifs, dans la plupart des cas, les IgG vont diminuer, vont disparaître. Maintenant, si vous recommencez à introduire ces aliments, encore une fois, régulièrement, c'est-à-dire au quotidien, dans la plupart des cas, après quelques mois, on va voir apparaître les mêmes aliments positifs. Dans votre question, bon, est-ce que ça change chaque année? Je dirais non. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que si vous remplacez un aliment par un autre, et pas en rotation, mais de façon journalière, là, effectivement, donc, ça se peut qu'après 6 mois, 1 an, cet aliment pourra être positif si votre perméabilité intestinale n'est pas correcte. Donc, ce risque est là. Mais ceci, juste pour les aliments que vous n'avez pas eu l'habitude de manger. Par exemple, si vous êtes négatif aux pommes de terre et que vous avez mangé des pommes de terre 3-4 fois par semaine dans le passé, vous avez peu de risques que d'un jour à l'autre, elles deviennent positives. Donc, c'est plutôt le cas pour les autres. Ce que je recommande aux personnes qui ont fait le test il y a 1 an et qui sont dans un rythme d'alimentation normal, je dirais, et où il y a des symptômes qui sont réapparus, la première chose à faire, c'est à nouveau éliminer les aliments qui étaient positifs il y a 1 an. Et en général, dans la plupart des cas, on voit à nouveau une amélioration. Sinon, s'il n'y a pas d'amélioration en éliminant les aliments déjà détectés positifs une fois, dans ce cas-là, oui, c'est la recommandation de faire un nouveau test. Mais pas nécessairement chaque année de faire un test. Merci Camille. Alors, on a une autre question. On ne parle ni d'allergie alimentaire ni d'intolérance alimentaire, mais une allergie par IgG. Est-ce exact? Bon, nous, on dit que dans notre cas, donc, on dit une hypersensibilité aux IgG. On ne veut pas utiliser le terme allergie parce que ça rend confusion avec les allergies classiques IgE. Donc, moi, je préfère dire hypersensibilité alimentaire liée par des IgG que de dire allergie. Bon, c'est certainement pas une intolérance. Le mot intolérance est réservé aux intolérances non immunologiques, c'est-à-dire déficience enzymatique comme fructose ou lactose ou histamine. Autre question, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par la plupart des maladies chroniques et guidées par les IgG? Des maladies chroniques dont je parle, c'est des maladies inflammatoires. Donc, rhumatoïde, Hashimoto, migraine, sclérose en plaques. Bon, vous nommez. Hein, donc, la plupart des maladies chroniques sont des maladies inflammatoires. Et donc, ils sont tous liés à cause des IgG, effectivement. Donc, on peut aussi inclure les maladies cardiovasculaires, si vous voulez. On peut aussi dire le diabète de type 2, parce que c'est aussi une maladie inflammatoire. L'obésité est une maladie inflammatoire. Voilà, donc, je dirais 80% des maladies qu'on acquiert dans sa vie sont des maladies inflammatoires, et quand elles deviennent chroniques, eh ben là, les aliments sont toujours impliqués, d'une façon ou d'une autre. Autre question, comment vulgariser simplement à un allergologue dubitatif l'intérêt du dosage des IgG comme marqueur d'allergie alimentaire? J'ai un peu plus fort, mais je n'ai pas entendu. Alors, comment vulgariser simplement à un allergologue dubitatif l'intérêt du dosage des IgG comme marqueur d'allergie alimentaire?
Oui, encore une fois, donc ce n'est pas une allergie alimentaire qu'on veut détecter. Donc, pour un allergologue qui veut détecter une allergie alimentaire, l'IgG n'est pas l'anticorps à choisir. Donc, si les symptômes apparaissent immédiatement après ingestion, c'est les IgE pardon, qu'il faut doser. Si par contre la personne ne peut pas dire, donc qui présente une symptomologie allergologique, mais ne peut pas identifier soi-même l'aliment parce que c'est quelque chose de chronique, par exemple l'asthme ou des rhinites, par exemple, eh ben, dans ce cas-là, effectivement, bon, c'est les IgG à prendre. Bon, tout ça sera traité donc, quand on parle des maladies auto-immunes ou d'autres maladies qui sont liées aux IgG, donc dans un des prochains webinaires, parce qu'on a des études sur l'asthme, on a des études sur toutes ces maladies. Ok, merci. Question suivante. Si on supprime ces aliments pendant 2 ans, date de mort des lymphocytes de mémoire, et que l'on répare la barrière intestinale, peut-on remanger de tout sans retomber dans les intolérances? Dans la plupart des cas, oui, sauf si on est en présence de réactions croisées. Donc, on a vu des cas des gens qui étaient, par exemple, positifs au gluten, qui définitivement n'ont pas éliminé, qui définitivement ont éliminé le gluten pendant plus de 2 ans de leur alimentation, mais qui sont toujours restés positifs. Donc, dans ce cas-là, on est en présence d'une réaction croisée. Ça peut être par exemple un rotavirus. Donc, si vous avez attrapé un rotavirus qui fait beaucoup d'anticorps, et donc là, vous pouvez avoir un taux d'IgG persistant contre le gluten, même en l'évitant. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas le remanger. Dans d'autres cas, oui, c'est tout à fait possible. Ok, et pour finir au bout de combien de temps les IgG anti-aliments positifs peuvent redevenir négatifs après exclusion stricte de l'aliment? Environ, bon, ça dépend d'abord du taux initial. Donc, si le taux initial est très élevé, bien sûr, ça va prendre plus longtemps. Si le taux initial n'est pas si élevé, ça va être plus vite. Mais on peut dire, donc, en fait, c'est l'expérience que moi, personnellement, j'ai fait sur moi-même, qu'après 6 mois et au plus tard, après 9 mois, les anticorps ont disparu. Ok. Autre question, le lien entre vitiligo et hypersensibilité. Oui, bon, là, encore une fois, c'est un problème de maladie auto-immune. Et bon, on va traiter ça aussi dans un des prochains séminaires. Mais oui, donc on ne connaît pas vraiment la cause, mais on a vu qu'effectivement, que ça s'améliore quand on élimine. Le problème, c'est que vous avez une sensibilisation sur, disons, n'importe quel organe et qui a été causée par différentes causes. Donc, ce n'est pas l'aliment qui est la cause en primaire. L'aliment est toujours la cause secondaire qui entretient la maladie. Ce n'est pas l'aliment qui cause la maladie, c'est l'aliment qui entretient la maladie parce qu'il y a des sites qui ont été activés et quand on a des complexes humains qui circulent, ces complexes humains se fixent plus facilement sur des sites, disons, activés ou sensibilisés. Et donc, c'est ça le problème des complexes humains alimentaires, c'est qu'on en mange régulièrement et qu'ils se déposent régulièrement sur le même site et qu'ils déclenchent donc cette réaction inflammatoire localement. Et en fait, c'est le cas pour quasiment toutes les maladies chroniques. C'est toujours cet effet-là. Donc, c'est le dépôt en continu de réactions de complexes humains sur des sites déjà pré-inflammés ou pré-endommagés. C'est la même chose pour l'Hashimoto, c'est la même chose. Donc, la prochaine fois, on va parler de l'Hashimoto. Je vais vous montrer des cas exceptionnels du collègue Dr Roger Mussy, qui a guéri des patients qui ont été pendant 15 ans touchés de l'Hashimoto. Et en moins de 3 semaines, ben, les symptômes ont disparu. Tout simplement parce que l'aliment qui causait ça, donc qui s'est fixé à chaque fois sur la thyroïde et qui a été détruite, qui a détruit la thyroïde, n'est plus présente. Et donc, l'organisme peut se rétablir.
Très bien, merci Camille. Alors, il y a le docteur Kinner qui vous demande des documents sur régulateur CD25 et niveau de tolérance allergie. Est-ce que vous auriez des documents en plus qu'on pourrait peut-être envoyer après avec le replay à tout le monde? L'interleukine 25. Je dois regarder, pas directement. Oui, voilà, mais on se le garde dans un coin de notre tête et puis on l'enverra avec le replay. Pareil, on vous demande des publications sur les liens entre réactions croisées, rotavirus et gluten. Oui, ça, je peux vous donner après, oui. Voilà, très bien. Merci et je crois que c'est tout pour les questions si on a fait le tour. Enfin, on a fait le tour en tout cas. Ah, alors il y a une personne qui lève la main. Oui, Alors ah voilà, bah, oui, allez-y. oui, bonjour, Daniel Marx à Strasbourg. Oui, bonjour. Euh, Ça fait au moins 10-15 ans qu'on travaille ensemble pour cette recherche d'IgG et c'est incontestable que les résultats cliniques, ils sont là. C'est-à-dire que les gens, c'est du bouche à oreille, des gens qui ont vu des médecins pour différents troubles divers et variés, souvent intestinaux, migraineux, qui n'étaient pas résolus. En enlevant les aliments concernés, bah, ça va mieux. Et pourquoi déjà, il y a 15 ans, il y avait le problème avec les allergologues. Enfin, depuis toujours, il y a le problème avec les allergologues. Il y a même des allergologues suisses qui ont réussi à faire interdire des médecins qui pratiquaient ces tests. Mais pourquoi il n'y a pas une attaque frontale qui a été faite vers les allergos et pas des publications, mais on n'est pas allé chercher des thèses ou faire des thèses à des gens pour prouver que ces tests avaient une réelle utilité clinique. J'avais été comme ça, j'avais été moi je fais ces tests, donc je suis biologiste, et j'avais été agressé par un professeur de Dijon qui parlait de intestin et cerveau et qui avait dit que ces tests qui étaient faits, c'était du grand n'importe quoi. Et j'avais pris la peine de lui répondre et finalement, il a dit, bah oui, finalement, c'est une démarche qui n'est pas si antimédicale que ça. Et il faudrait que, alors peut-être que si on arrivait à faire des thèses ou des études, bah les allergologues, ils nous rigoleraient moins et nous agresseraient moins, surtout quand on leur parle des IgG alimentaires. Oui, bah, le problème, c'est qu'en fait, on ne touche même pas au domaine des allergologues. Donc, déjà, leur attaque n'est pas fondée parce qu'on n'a jamais dit qu'on va traiter des allergies de type 1 avec un test d'IgG ou les mettre en évidence. Donc, c'est un peu incompréhensible qu'ils font ça, mais le problème, c'est qu'eux, ils se basent sur les IgG4. Et c'est vrai, les IgG4 n'ont pas d'importance dans un tel diagnostic. Mais juste pour vous dire, donc on a eu le même problème au Canada. Et donc, au Canada, donc, moi, j'ai rédigé un article que je leur ai envoyé avec des références scientifiques et tout ça. Et au bout de compte, ils ont retiré leur plainte. Donc, au Canada, maintenant, il n'y a plus de souci. Mais il y en a toujours. Et ils se basent tous sur cette publication que je vous ai montrée, qui justement parle des IgG4 et non pas des IgG totaux. Et en Allemagne, ils ont tout simplement omis de mettre le 4 quand ils ont traduit cette publication. Et en fin de compte, c'est toujours les mêmes donc, qui veulent pas accepter. Et bon, j'avais fait une fois une conférence, c'était en Allemagne, il y avait un allergologue dans la salle, et lui, il a dit, oui, on est tout à fait conscient que ça fait du sens, mais vous ne trouvez pas d'allergologue qui va se mettre debout contre son association. Donc, voilà, tant qu'il y a des têtes bourrées dans les associations, donc on ne va pas changer grand-chose, à mon avis. Et on a des études. Donc, on a des études sur Hashimoto, on a des études sur le côlon. Donc, c'est le côlon irritable, on a sur le Crohn, sur les migraines, sur l'asthme. Donc, tout est là. Il faut juste les accepter. Camille, c'est Marcel Bonny ici. Je vais faire une intervention pour aller dans le même sens. Et je salue Daniel Marx au passage parce que ça fait quand même un petit peu longtemps qu'on ne s'est pas vu et on prévoit de venir vous voir d'ailleurs, docteur Marx. C'est gentil. Voilà.
Je voulais vous dire merci pour votre retour, mais en fait, on a évolué depuis 20 ans tout de même, hein, et notre position, elle est claire, c'est d'être dans le dialogue au maximum et surtout, comme l'a dit Camille, éliminer tout malentendu sur effectivement ce que l'on propose, notamment au niveau des IgG4, et surtout, si vous voulez, ce qu'on met en avant, c'est la qualité et je dirais le cadre, disons, très strict que l'on donne à la fabrication de ces tests, puisque c'est notre métier. Et on a eu, alors Camille, je ne sais pas que je te reprends, mais on travaille avec certains allergologues, et j'en ai quelques-uns en tête qui sont venus nous voir en Allemagne parce qu'on les a invités. Alors, on ne peut pas inviter la Terre entière, mais en tout cas, le dialogue, une fois qu'il est installé et que toute personne qui a des doutes voit toute la technologie qu'il y a derrière, et surtout, je suis désolé, mais tous ces allergologues utilisent pour beaucoup nos tests IgE. Donc, si vous voulez, ils y font confiance. Après, qu'effectivement, on ne puisse pas convaincre tout le monde. Bon, écoutez, au bout de 20 ans, on n'a plus cette ambition, mais vous l'avez très bien dit, Dr Marc, c'est la meilleure publicité qu'on a eue, si on veut parler de publicité, ben, ce sont les personnes. Quelqu'un qui a fait ce test, et je vous invite tous vraiment à le faire, il le ressent, il le vit, et à 80% dans nos études, on a un retour positif. Donc là, si vous voulez, nous, on continue notre travail, et on est ouvert au dialogue, parce que c'est quand même dommage, c'est vrai, Camille l'a dit, mais on n'est pas dans l'opposition, si vous voulez, hein. Je dirais franchement, le plus qu'on peut avoir de dialogue, moi-même je suis souvent en conférence, j'essaye d'expliquer, et puis mon discours c'est souvent, très souvent, et vous l'avez vécu à Dijon, c'est de dire, écoutez, donnez-moi un argument valable, hein, pour nous faire comprendre que depuis 20 ans, eh bien, on fait n'importe quoi, et là, effectivement, on se remettra en question. Et en général, on n'a rien. Donc, on veut simplement faire avancer le sujet. Voilà, excusez-moi, j'étais un petit peu long. On s'excuse pour l'interruption de l'image. Vous aurez le replay. On va revenir sur toutes les questions qui ont été posées et Camille rédigera une explication. Donc, on espère que tout ça quand même est positif. Vous étiez très nombreux aujourd'hui. On va continuer, on va amplifier ces séminaires parce qu'ils sont ponctuellement intéressants, mais surtout, ils peuvent faire partie d'une bibliothèque que vous avez quelque part puisque tous ces replays sont stockables.